Deuxième partie, les vivants et les morts. Il devait y avoir longtemps qu'on frappait à la porte, car il lui sembla que les coups se répercutaient loin, très loin dans les avenues du sommeil, tandis qu'il luttait pour reprendre conscience. Il faisait nuit noire, et en voulant attraper le réveil sur sa table de nuit pour y déchiffrer l'heure, il l'envoya par terre. Il se sentait à la fois angoissé et désorienté. « Qui est là » cria-t-il. « C'est Eva, monsieur Mears. On vous appelle au téléphone. » Il sauta du lit, enfila son pantalon, et sans prendre le temps de passer une chemise, ouvrit la porte. Eva Miller était vêtue d'un peignoir en tissu éponge, et elle avait l'expression désarmée de quelqu'un qui est encore aux deux tiers endormi. Ils échangèrent un regard, et Ben pensa « Qui est malade? Qui est mort ?»« Longue distance ?» demanda-t-il. « Non, c'est Matthew Burke. » Cette réponse ne le rassura pas comme elle aurait dû le faire. « Quelle heure est-il » demanda-t-il. « Un peu plus de 4 heures. Monsieur Burke m'a paru être dans tous ses états. » Ben descendit et prit le téléphone. « Matt, c'est moi, Ben. » Il entendait Matt respirer péniblement par petits halètements saccadés. « Pouvez-vous venir, Ben, tout de suite ?»« Oui, j'arrive. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes malade ?»« Oh, je ne peux pas vous expliquer au téléphone. Venez. »« Ok, je suis là dans 10 minutes. »« Ben ?»« Oui. » « Est-ce que vous avez un crucifix ou une médaille de Saint-Christophe, enfin quelque chose comme ça? »« Mon Dieu, non. J'étais baptiste. »« Bon, tant pis. Venez vite. » Ben raccrocha et regagna sa chambre 4 à 4. Eva était sur le palier, une main posée sur la rampe, le visage à la fois inquiet et indécis. Elle aurait bien aimé savoir, tout en ne voulant pas se mêler des affaires de ses locataires. « Est-ce que monsieur Burke est malade, monsieur Mears ?»« Il dit que non. Il m'a juste demandé... Au fait, est-ce que vous êtes catholique ? » Mon mari l'était. Auriez-vous un crucifix, un chapelet ou une médaille de Saint-Christophe ? Eh bien, c'est-à-dire, le crucifix de mon mari est dans ma chambre. Je pourrais... Oui, voudriez-vous avoir la gentillesse ? Elle se dirigea vers sa chambre en entraînant ses pantoufles. Ben rentra chez lui, enfila sa chemise de la veille et glissa ses pieds nus dans une paire de sandales. Quand il sortit de sa chambre, Eva l'attendait, un crucifix en argent dans la main. Sous la lampe du couloir, la croix brillait doucement. « Merci, dit-il. C'est monsieur Burke qui vous l'a demandé ? » Oui. Elle fronça les sourcils. Elle était bien réveillée maintenant. Mais il n'est pas catholique pourtant. Je crois qu'il ne va même pas à l'église. Oh, il ne m'a pas donné d'explication, dit Ben. Ah bon ? Elle prit un air compréhensif et lui donna le crucifix. Faites-y attention, s'il vous plaît, j'y tiens beaucoup. Oh, je comprends très bien, madame. Soyez tranquille. J'espère que monsieur Burke n'a pas d'ennui. C'est quelqu'un de bien, cet homme-là. Ben descendit l'escalier et s'arrêta sur le perron. Il voulut prendre les clés de sa voiture dans sa poche, et au lieu de passer le crucifix d'une main à l'autre, il le glissa dans l'encolure de sa chemise. La croix d'argent se cala contre sa poitrine, et sans en avoir bien conscience, il monta dans sa voiture, un peu réconforté. Toutes les fenêtres du rez-de-chaussée de la maison de Matt étaient allumées, et dès que les phares de Ben frappèrent la façade, le vieux professeur ouvrit la porte et s'avança sur le perron. En remontant le petit chemin, Ben s'attendait à tout, ou presque, mais il eut pourtant un choc en apercevant le visage de Matt. Son teint était d'une pâleur mortelle, ses lèvres tremblaient. Il regarda Ben sans ciller, avec une expression hagarde. « Allons dans la cuisine, dit-il. Ben pénétra dans la maison, et, éclairé par la lampe du petit salon, le crucifix se mit à briller sur sa poitrine. « Ah, ainsi vous en avez apporté un ?»« Oui, c'est Eva Miller qui me l'a prêté. Mais que se passe-t-il ?»« Dans la cuisine, » répéta Matt. Ils passèrent devant l'escalier qui menait au premier. Matt jeta un regard vers les marches du haut et se mit à frissonner. La table de la cuisine, sur laquelle ils avaient dégusté leurs spaghettis la veille, était nue, à l'exception de 3 objets, dont 2 pour le moins étranges. Une tasse de café, une vieille Bible avec reliure à fermoir et un revolver de calibre 38. « Et maintenant, Matt, qu'y a-t-il ? Vous avez une tête à faire peur. »« Peut-être n'ai-je fait que rêver tout cela, mais je suis bien heureux que vous soyez là. » Il avait pris le revolver et le tournait nerveusement entre ses mains. « Allez-y, parlez, et arrêtez de jouer avec ça. Est-ce qu'il est chargé ?» Matt posa le pistolet et se passa la main dans les cheveux. « Oui, il est chargé. Je ne vois pas trop d'ailleurs à quoi il pourrait servir, à moins que je ne me prenne pour cible. » Il eut un rire grinçant. « Oh, arrêtez ça, dit Ben. La dureté de son ton eut un effet bénéfique sur Matt. Ses yeux perdirent leur regard fixe.
Il secoua la tête comme un chien qui s'ébroue en sortant de l'eau froide. Il y a un mort là-haut, dit-il. Qui? Mike Ryerson, le jardinier municipal. Vous êtes sûr qu'il est mort? J'en suis convaincu, bien que je ne sois pas allé voir. Je n'ai pas eu le courage, parce que si on voit les choses sous un autre angle, il peut très bien n'être pas mort du tout. Matt, ce que vous dites est insensé. Mais croyez-vous que je l'ignore? Ce que je dis est insensé, ce que je pense est fou, mais je ne pouvais avoir recours qu'à vous. Dans tout Salem, vous êtes la seule personne à pouvoir... Il secoua la tête, puis reprit. Nous avons parlé de Danny Glick une fois. Oui. Nous avons évoqué la possibilité d'une mort par anémie pernicieuse, ce que nos grands-parents appelaient une maladie de langueur. Oui. C'est Mike qui l'a enterré. Et c'est encore Mike qui a retrouvé le chien de Winperington empalé sur le portail du cimetière d'Harmony Hill. Je l'ai rencontré chez Dell hier soir et j'ai été incapable d'y aller, dit Matt en terminant. Incapable. Je suis resté assis sur mon lit pendant 4 heures environ. Et puis je suis descendu comme un voleur, et je vous ai appelé. Que pensez-vous de tout ça? Ben avait enlevé le crucifix de son cou et jouait pensivement avec la fine chaîne qui brillait sous la lampe. Il était presque 5 heures, le ciel commençait à se teinter de rose. Le tube de néon de la cuisine semblait diminuer d'intensité. Je pense que le mieux est de monter jusqu'à la chambre d'amis. C'est tout ce que je vois pour l'instant. Maintenant que le jour se lève, tout cela ressemble à un cauchemar, remarqua Matt en riant nerveusement. J'espère que ce n'est que ça, et que Mike dort comme un bébé. Eh bien, allons voir, dit Ben. Oui, c'est ça, allons-y, dit Matt d'une voix qui se voulait ferme. Il jeta les yeux sur la table et regarda Ben d'un air interrogateur. Bien sûr, dit Ben, et il mit le crucifix au cou de Matt. Il n'y a pas de doute, ça me fait du bien. Il eut un petit rire gêné. Est-ce qu'ils me laisseront le porter, vous croyez, quand ils m'emmèneront chez les dingues? Vous voulez prendre le pistolet? Demanda Ben. Non, j'aime mieux pas. Je risquerais de l'accrocher dans mon pantalon et de me faire sauter les roustons. Ils montèrent, Ben en tête. L'escalier débouchait sur un petit couloir qui partait de chaque côté du palier. À l'une de ses extrémités, c'était la chambre de Matt. La porte était ouverte et une lampe éclairait faiblement le tapis orange du couloir. De l'autre côté, dit Matt. Ben s'arrêta devant la porte de la chambre d'amis. Il ne croyait pas aux choses atroces que Matt avait évoquées, mais il se sentait néanmoins envahi par une terreur plus forte que toutes celles qu'il avait jamais pu éprouver. Tu ouvres la porte, il est pendu à la poutre. Sa figure est toute noire et gonflée, et voilà que les yeux s'ouvrent, ils jaillissent de leurs orbites, ils te voient, et ils sont contents que tu sois venu. Il revivait ce moment dans toute son intensité, et il en était presque paralysé. L'odeur du plâtre et le fumet sauvage des petits animaux nichés dans les murs lui montaient aux narines. Il lui semblait que derrière la porte de bois verni de cette chambre se dissimulaient tous les secrets de l'enfer. Il tourna enfin le bouton de la porte et la poussa. Matt le suivait, tenant serré le crucifix d'Eva. La chambre d'amis était exposée à l'est. Le soleil commençait à poindre à l'horizon. Ses premiers rayons frappaient la vitre et faisaient danser sur leur trajectoire une multitude de petites poussières dorées, avant de tomber sur le drap blanc qui recouvrait Mike Ryerson jusqu'à la poitrine. Ben fit un signe de tête à Matt. « Tout va bien, murmura-t-il. Il dort. » Matt dit d'une voix sans timbre. « La fenêtre est ouverte. Elle était fermée au verrou. Je l'avais vérifiée. » Les yeux de Ben restaient fixés sur le lit. Tout en haut du drap, par ailleurs d'une blancheur éclatante, il y avait une petite tache de sang devenue brune en séchant. « Je crois qu'il ne respire pas, » dit Matt. Ben s'avança. « Mike Ryerson, réveillez-vous, Mike !» Pas de réponse. Les cils noirs de Mike se détachaient sur le rose délicat des joues. Ses cheveux retombaient sur son front en un gracieux désordre, et Ben se dit que dans la douce lumière matinale, il était plus que beau. Il était parfait, comme peuvent l'être certaines statues grecques. Ses pommettes étaient d'un blanc rosé, et son corps avait toutes les couleurs de la vie. « Bien sûr que si, il respire, » dit Ben avec un peu d'impatience. « Il est seulement profondément endormi. »« Mike !» Il étendit la main et le secoua légèrement. Le bras gauche de Mike, rabattu sur sa poitrine, retomba mollement le long du lit, et ses doigts cognèrent le plancher, comme on cogne à une porte pour se faire ouvrir. Matt saisit le bras de Mike et pressa son index sur le poignet. Le pouls ne bat pas. Il allait le lâcher quand il se souvint du bruit sinistre des jointures frappant le sol. Aussi se hâta-t-il de le reposer sur la poitrine de Ryerson. Mais le bras glissa de nouveau, et Matt, le visage convulsé, le remit en place de façon qu'il ne puisse plus tomber.
Ben ne pouvait y croire. Mike dormait. Comment aurait-il pu en être autrement? Ce teint animé, la souplesse évidente des muscles, les lèvres entr'ouvertes comme pour respirer doucement. Suis-je passé de l'autre côté du miroir? Se demanda Ben. Il mit son poignet contre l'épaule de Ryerson. La chair était froide. Il suça un de ses doigts et le plaça devant les lèvres entr'ouvertes. Rien, pas le plus léger souffle. Matt et lui échangèrent un regard. « Les marques sur le cou ?» demanda Matt. Ben prit le menton de Ryerson et tourna doucement la tête jusqu'à ce que la joue découverte touche l'oreiller. Ce mouvement délogea le bras gauche et les jointures allèrent de nouveau cogner contre le plancher. Il n'y avait pas de marque sur le cou de Mike Ryerson. 5h30 du matin. Ils étaient de nouveau assis dans la cuisine et entendaient meugler les vaches des Griffons, qu'on conduisait à leur pâturage de l'Est au bas de la colline, au-delà de la ceinture d'épineux dissimulant Taggart Stream au regard. Si l'on en croit la légende, les marques disparaissent, dit Matt tout d'un coup. Quand la victime meurt, les marques disparaissent. Je sais, dit Ben. Il se rappelait l'avoir lu dans Dracula de Stoker et vu dans les films de Hammer où Christopher Lee jouait dans le rôle de Dracula. Il faut que nous enfoncions un pieu en frêne dans son cœur. On a intérêt à y réfléchir à deux fois, dit Ben en buvant son café à petites gorgées. Ce serait une chose difficile à expliquer en cas d'enquête. On risque d'être mis en tôle pour profanation de cadavres. Et ça, dans le meilleur des cas, car il est plus vraisemblable qu'on nous enfermera chez les dingues. Vous pensez que je suis fou? Demanda Matt d'une voix calme. Non, dit Ben. Et Matt ne discerna pas la moindre hésitation dans sa réponse. Est-ce que vous croyez ce que je vous ai dit à propos des marques? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut que je vous croie. Pourquoi mentiriez-vous? Je ne vois pas ce que vous y gagneriez. J'imagine que vous mentiriez si vous l'aviez tué. Il n'est pas impossible que je l'ai tué, n'est-ce pas? Dit Matt pour voir la réaction de Ben. Oh, j'y vois 3 objections. 1. Quel pourrait être votre mobile? Pardonnez-moi, Matt, mais vous êtes déjà trop vieux pour que des mobiles comme la jalousie ou l'argent puissent être envisagés sérieusement. 2. Quels moyens auriez-vous employés? Si c'est le poison, ce serait un poison qui agit en douceur. Il n'y a qu'à regarder son visage paisible. Ça élimine tous les poisons qu'on peut se procurer, vous et moi. Et la 3e objection? Demanda-t-il. Eh bien, aucun meurtrier jouissant de son bon sens n'inventerait une histoire comme celle-ci pour se couvrir. Il faudrait être fou. Oui, et on en revient au problème de ma santé mentale, dit Matt en soupirant. Je savais qu'il en serait ainsi. Mais je ne vous crois pas fou, dit Ben en appuyant légèrement sur le je. Vous me paraissez plutôt raisonnable. Mais vous n'êtes pas médecin, que je sache, dit Matt. Il y a des fous qui réussissent à donner l'impression qu'ils sont parfaitement sains d'esprit. Ben acquiesça. Et où est-ce que tout ça nous mène? À notre point de départ. Non, Matt, nous ne pouvons pas nous permettre ça. Il y a un cadavre là-haut, et il va falloir bientôt donner des explications. Le constable voudra savoir ce qui s'est passé, le médecin qui examinera le corps, et le shérif aussi. Matt, n'est-il pas possible que Mike Ryerson ait été atteint par un virus, que ce virus ait mis 1 semaine à faire son œuvre, et que Mike ait fini par en mourir, chez vous? Pour la première fois depuis qu'ils étaient redescendus, Matt montra des signes d'agitation. Ben, je vous ai dit ce qu'il m'a raconté. J'ai vu les marques sur son cou, et je l'ai entendu inviter quelqu'un à entrer chez moi. Et puis j'ai entendu... Mon Dieu, ce rire que j'ai entendu... Il eut de nouveau son étrange regard absent. Oui, très bien, dit Ben. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Il n'y parvint pas. Comme il l'avait dit à Suzanne, il avait l'impression de n'avoir aucune prise sur les événements. Il regarda Marston House. Matt, est-ce que vous imaginez ce qui va vous arriver si vous faites la moindre allusion à l'histoire que vous m'avez racontée? Matt ne répondit pas. Les gens vont se frapper le front derrière votre dos dans la rue. Les petits gosses qui vont sortir leurs dents de vampires en plastique quand ils vous apercevront et sauteront sur vous en criant « Ouh, ouh !» quand vous approcherez. Quelqu'un inventera une chanson du genre « 10, Vincent, je vais sucer ton sang ». Vos élèves s'en empareront et vous l'entendrez sur votre passage dans les couloirs de l'école. Vos collègues vous jetteront de drôles de regards. Vous serez réveillés par des appels téléphoniques de mauvais plaisants qui prétendront être Danny Glick ou Mike Ryerson. Votre vie deviendra un cauchemar. D'ici 6 mois, vous aurez quitté la ville. Bon, ils ne me feraient pas ça. Ils me connaissent. Ben détacha son regard de la fenêtre et se tourna vers Matt. Mais que savent-ils de vous? Un vieux type bizarre qui vit tout seul sur Taggart Stream Road. Rien que le fait que vous ne soyez pas marié peut les amener à penser qu'il vous manque une case quelque part. Et de quel secours puis-je être pour vous?
J'ai vu le corps, c'est tout. Même si j'en avais vu plus, il pourrait toujours dire que je suis un étranger. Il pourrait même aller jusqu'à raconter que nous sommes un couple de pédés et que nous avons trouvé ce moyen-là pour nous faire plaisir. Matt le regardait avec une horreur grandissante. Si vous dites un mot, Matt, c'en est fini de votre vie tranquille à Salem. Alors, il n'y a rien à faire, dit-il. Si. Vous avez, vous, une théorie sur ce qui a causé la mort de Mike Ryerson. Cette théorie peut être confirmée ou infirmée par des moyens qui sont, je crois, relativement simples. Je suis quant à moi affreusement perplexe. Je ne peux pas croire que vous soyez fou, mais je ne peux pas croire non plus que Danny Glick soit revenu du royaume des morts pour sucer le sang de Mike Ryerson, nuit après nuit, pendant une semaine, jusqu'à le faire mourir. Cependant, je veux mettre cette idée à l'épreuve des faits, et vous allez m'aider. Comment? Téléphonez à votre docteur. Il s'appelle Cody, n'est-ce pas? Appelez ensuite Parkins Gillespie. Laissez la machine se mettre en route. Racontez votre histoire comme si vous n'aviez pas entendu le moindre bruit pendant la nuit. Vous êtes allé chez Dell et vous vous êtes assis à côté de Mike. Il vous a dit qu'il ne se sentait pas bien depuis dimanche. Vous l'avez invité à passer la nuit chez vous. Vous êtes entré dans sa chambre pour voir si tout allait bien vers 3h30 ce matin, et vous n'avez pas pu le réveiller. C'est alors que vous m'avez appelé. C'est tout? Oui, c'est tout. Ne dites même pas à Cody que Ryerson est mort. Il ne faut pas que je dise qu'il est mort. Mais bon Dieu, comment pourrions-nous affirmer qu'il l'est? Dit Ben brusquement. Vous n'avez pas trouvé son pouls, je n'ai noté aucun signe de respiration, mais si on devait me mettre en terre sur ces bases-là, j'aurais soin de me prévoir des sandwichs, surtout si j'avais la mine qu'il a. Alors ça vous tracasse autant que moi, n'est-ce pas? Demanda Matt. Oui, ça me tracasse, reconnut Ben. On dirait une de ces foutues figures de cire. Bon, dit Matt, vous parlez le langage du bon sens, si tant est qu'on puisse le faire dans un pareil cas. J'en étais, moi, très loin. Ben eut un geste de protestation, mais Matt lui fit signe de ne pas se fatiguer. Supposez tout de même, à titre d'hypothèse simplement, que mon interprétation soit la bonne. Seriez-vous prêt à admettre, fût-ce dans les replis les plus lointains et les plus obscurs de votre cerveau, cette éventualité? L'éventualité suivant laquelle Mike pourrait revenir? Comme je vous l'ai dit, répondit Ben, cette théorie peut être confirmée ou infirmée assez facilement, et ce n'est pas ce qui me tracasse le plus dans tout ça. Qu'est-ce que c'est alors? Attendez, voyons les choses dans l'ordre. Il s'agit de se livrer à un exercice de logique, rien de plus, et de passer en revue les différentes possibilités. 1. Mike est mort de maladie, un virus ou autre chose. Comment peut-on le déterminer? Matt haussa les épaules. Par un examen médical, j'imagine. Exactement. Et la même méthode servira à déterminer si quelqu'un lui a administré du poison, a tiré sur lui ou lui a offert un gâteau avec un clou dedans. Mais nous n'avons rien vu qui puisse faire penser à un meurtre. Bien sûr, mais sans examen médical approfondi. Et si le verdict du médecin est mort de cause inconnue? Alors, dit Ben d'une voix ferme, nous nous rendrons près de la tombe après l'enterrement, et nous verrons s'il se lève de son cercueil. S'il le fait, je ne parviens pas encore à l'imaginer, nous saurons à quoi nous en tenir. S'il ne le fait pas, nous serons mis en face d'un autre problème, celui qui me tracasse tant. Le problème de savoir si je suis fou, dit Matt d'une voix lente. Ben, je vous jure sur la mémoire de ma mère que j'ai vu ces marques sur son cou, que j'ai entendu la fenêtre se soulever, que... Mais je vous crois, dit Ben calmement. Matt resta sans voix. On eût dit un homme qui pense être jeté dans un mur avec sa voiture et qui ne rencontre que le vide. Vous me croyez? Dit-il d'une voix incertaine. En d'autres termes, je refuse de croire que vous êtes fou ou que vous avez eu une hallucination. Il m'est arrivé une fois quelque chose qui avait à faire avec cette maudite maison de la colline, et qui m'a rendu très compréhensif envers les gens qui racontent des histoires apparemment insensées. Je vous en parlerai un jour. Pourquoi pas maintenant? Nous n'avons pas le temps. Vous avez vos coups de téléphone à donner. Mais encore une question. Réfléchissez bien avant de répondre. Avez-vous des ennemis? Je n'en connais pas. Un élève renvoyé ou injustement puni? Matt, qui savait parfaitement à quoi s'en tenir sur la place qu'il tenait dans la vie de ses élèves, rit poliment. Bon, dit Ben. En l'occurrence, je vous crois sur parole. Il secoua la tête. Je n'aime pas du tout ça. D'abord le chien empalé sur la grille du cimetière, ensuite Ralphie Glick qui disparaît, son frère qui meurt, et Mike Ryerson. Peut-être qu'il y a un lien entre tous ces drames, mais ce que vous me dites, je n'arrive pas à y croire. Il vaut mieux que j'appelle Cody pendant qu'il est encore chez lui, dit Matt en se levant. Parkins, lui, n'est certainement pas prêt de partir pour son bureau. Prévenez aussi au lycée que vous êtes malade, dit Ben. Ah oui, vous avez raison. Matt eut un rire un peu amer. Mon premier jour de maladie en 3 ans.
une occasion à ne pas laisser passer. Il alla téléphoner au salon. La femme de Cody lui dit probablement que son mari était déjà à l'hôpital, car il composa un autre numéro, eut Cody au bout du fil et raconta son histoire. En raccrochant, il lança en direction de la cuisine. « Jimmy sera là dans 1 heure. »« Bien, dit Ben. Je monte. »« Ne touchez à rien, dit Matt. »« Non, non. » Du palier du premier, il entendit Matt répondre au téléphone aux questions de Parkins Gillespie. Il s'engagea dans le couloir, et les mots ne lui parvinrent plus que comme un murmure indistinct. Arrivé à quelques pas de la chambre d'amis, il fut de nouveau possédé par ce sentiment de terreur où passé, présent et futur se mêlaient et s'imagina pénétrant dans la pièce. Le corps repose comme ils l'ont laissé, le bras gauche pendant jusqu'au plancher, la joue gauche appuyée contre l'oreiller dont l'attelle garde le pli du linge frais sorti de l'armoire. Les yeux s'ouvrent brusquement, ils brillent d'une joie bestiale. La porte se ferme en claquant, le bras gauche se soulève, les doigts deviennent des griffes, les lèvres se tordent en un sourire cruel, découvrant des canines devenues incroyablement longues et pointues. Il avança de quelques pas et poussa la porte. Les gonds grincèrent légèrement. Le corps reposait comme il l'avait laissé, le bras gauche pendant jusqu'au plancher, la joue gauche appuyée contre l'oreiller. « Parkins arrive » dit Matt derrière son dos. Ben étouffa un cri. Ben repensa à la phrase qu'il avait prononcée « Laissez la machine se mettre en route ». Comme elle convenait à la situation, ouais. Maintenant ils étaient pris dans un engrenage, enserrés dans un de ces mécanismes infiniment complexes, comme seul l'esprit germanique peut en concevoir, où 1000 petits rouages se livrent simultanément à une danse parfaitement synchronisée. Parkins Gillespie, encore un peu somnolent, arriva le premier. Il portait une cravate verte sur laquelle il avait épinglé son insigne d'ancien combattant. Il leur dit qu'il avait prévenu le médecin légiste. « Il ne viendra pas lui-même, ce fils de pute, » ajouta-t-il en se collant une palmale au coin des lèvres. « Il enverra son adjoint et un type pour prendre des photos. »« Vous avez touché le cadavre ?»« Son bras a glissé du lit, dit Ben. J'ai essayé de le remettre, mais il est retombé. » Parkins regarda Ben des pieds à la tête sans rien dire. Ben se rappela le bruit macabre des jointures cognant contre le plancher et fut saisi d'une affreuse envie de rire qu'il eut du mal à contenir. Matt guida Parkins jusqu'à la chambre. Le constable passa d'un côté du lit à l'autre afin d'examiner le corps sous tous ses angles. « Dites, vous êtes bien sûr qu'il est mort ?» demanda-t-il enfin. « Vous avez vraiment essayé de le réveiller ?» Le docteur James Cody arriva sur ses entrefaites, sortant d'un accouchement qu'il avait effectué à l'hôpital de Cumberland. Quand ils se furent salués, « Diablement content de vous voir ici » avait dit Gillespie en allumant une nouvelle cigarette. Matt les conduisit tout en haut une nouvelle fois. Si on jouait chacun d'un instrument, pensa Ben, on pourrait lui faire un joli concert d'adieu. Il sentit son fou rire nerveux lui remonter dans la gorge. Cody rabattit le drap et les sourcils froncés observa longuement le corps. Avec un calme qui stupéfia Ben, Matt dit « Ça m'a fait penser à ce que tu m'as dit à propos du fils Glick, Jimmy. »« C'était une entorse au secret professionnel, monsieur Burke, » dit Jimmy Cody avec douceur. « Si les parents de Danny Glick savaient que je vous ai parlé de la maladie de leur fils, ils auraient le droit de me poursuivre. »« Et est-ce qu'ils gagneraient ?» demanda-t-il. « Non, probablement pas, » dit Jimmy en soupirant. « Qu'est-ce que vous racontez à propos du fils Glick ?» demanda Parkins en fronçant les sourcils. « Rien, » dit Jimmy. « Ça n'a pas de rapport. » Il posa son stéthoscope sur la poitrine de Ryerson, écouta, grommela, puis souleva une paupière et envoya le rayon de sa lampe d'examen sur le globe vitreux. Ben vit la pupille se contracter. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il. « Intéressant réflexe, n'est-ce pas ?» dit Jimmy. Il laissa retomber la paupière et elle se ferma avec une lenteur grotesque, comme si le cadavre leur faisait de l'œil. Au centre John Hopkins, David Prine a observé des contractions pupillaires jusqu'à 9 heures après le décès. « Vous voyez comme il est devenu savant, » dit Matt avec une ironie un peu grinçante. Lui qui avait toujours au-dessous de la moyenne à ses rédactions. « Oh, c'est simplement parce que mes histoires de dissection ne vous plaisaient pas, espèce de vieux grincheux, » dit Jimmy d'un air absent en sortant son petit marteau. « Quel savoir-vivre, se dit Ben. Il garde sa jovialité de médecin en visite, même quand le patient n'est plus qu'un cadavre. » Il lui fallut encore contenir le rire sinistre qui lui venait aux lèvres. « Est-il mort ?» demanda Parkins en secouant la cendre de sa cigarette au-dessus d'un vase vide. Matt cligna des yeux. « Oh oui, il est mort, » répondit Jimmy. Il découvrit les pieds de Ryerson et tapa avec son marteau sur le genou droit. Les orteils restèrent immobiles. « Est-ce qu'on a été présenté ?» demanda Jimmy en regardant Ben. « Oui, mais seulement en passant, » dit Matt. « Jimmy Cody, Ben Mears. » Ils se serrèrent la main au-dessus du cadavre. «
Aidez-moi à le retourner, monsieur Mears. Non sans répugnance, Ben l'aida à mettre le corps sur le ventre. La chair était encore souple et presque tiède. Jimmy examina attentivement le dos, puis descendit le slip jusqu'aux cuisses. « Pourquoi faites-vous ça » demanda Parkins. « J'essaye de déterminer le moment du décès d'après l'irrigation sanguine de l'épiderme, dit Jimmy. Quand la circulation s'arrête, le sang et les autres fluides tendent à descendre au niveau le plus bas. »« Ouais, mais est-ce que vous ne faites pas là le boulot du médecin légiste ?»« Oh, c'est Norbert que le coroner enverra. Vous le savez comme moi, dit Jimmy. Et quand ses copains lui proposent de l'aider, Brent Norbert ne dit jamais non. »« Norbert n'est pas foutu de faire la différence entre la lune et son cul, dit Parkins en jetant son mégot par la fenêtre ouverte. Vous avez perdu votre store, Matt. Je l'ai vu sur la pelouse en arrivant. Ah bon dit Matt d'une voix soigneusement contrôlée. Bah ouais. Cody avait sorti un thermomètre de son sac. Il le glissa dans l'anus de Ryerson. Le soleil, déjà très vif, dardait ses rayons sur la montre qu'il venait de poser sur le drap blanc. Je descends, dit Matt d'une voix légèrement étranglée. Descendez donc tous les trois, dit Jimmy. Je vais rester encore un peu. Est-ce que vous ne feriez un peu de café, monsieur Burke? Oui, bien sûr, répondit-il. Ils descendirent. C'est Ben qui ferma la porte de la chambre. Il se souviendrait longtemps de cette dernière vision. La pièce baignée de lumière, le drap rabattu, la montre dont le bracelet métallique reflétait les rayons du soleil et les répercutait sur le papier du mur, et Cody, assis près du corps, et comme sorti d'une gravure de Rembrandt, avec ses cheveux roux en buisson ardent. Matt préparait le café quand Brenton Norbert, le médecin légiste en second, arriva dans une vieille Dodge grise. Il était accompagné d'un homme qui y portait un énorme appareil photographique. « Où est-ce » demanda Norbert. Gillespie montra l'escalier du doigt. « Jimmy Cody est là-haut. »« Bien, bien, » dit Norbert. « On va voir s'il a réussi à le remettre sur pied. » Il monta, suivi du photographe. Parkins Gillespie versa de la crème dans son café jusqu'à faire déborder la tasse, le goûta en trempant le pouce dedans, essuya son pouce sur son pantalon, alluma une autre pale-malle et dit « Qu'est-ce que vous venez faire dans tout ça, monsieur Mears ?» Ben et Matt y allèrent de leur petite histoire. Rien de ce qu'ils dirent n'était vraiment un mensonge, mais ils laissèrent suffisamment de choses dans l'ombre pour que Ben ait l'impression de participer à une conspiration, et se demande si ce dont il se rendait complice n'était que divagation inoffensive ou correspondait à quelque chose de beaucoup plus grave et de beaucoup plus dangereux. Il se souvint que Matt lui avait dit l'avoir appelé parce qu'il était le seul dans tout Salem à pouvoir entendre son histoire. S'il avait le cerveau malade, il ne manquait pas en tout cas de perspicacité, et cette constatation n'était pas pour alléger l'anxiété de Ben. À 9h30, tout était réglé. Le corbillard de Carl Foreman avait emporté le corps de Ryerson, officialisant ainsi sa mort. Jimmy Cody était retourné à son cabinet. Norbert et le photographe étaient repartis à Portland pour rendre compte de leur mission au médecin légiste du comté. Parkins Gillespie, son éternelle cigarette au coin des lèvres, regarda le corbillard partir en cahotant. Je parie que quand Mike était au volant, il était loin de s'imaginer qu'il se retrouverait aussi vite couché dedans. Et il se tourna vers Ben. Vous ne quittez pas Salem avant quelque temps, n'est-ce pas? J'aimerais que vous témoigniez devant le jury du coroner, si vous voulez bien. Non, non, je ne pars pas tout de suite, répondit Ben. Les yeux d'un bleu délavé du constable le mesurèrent du regard. J'ai fait une enquête sur vous auprès des services fédéraux par l'intermédiaire du bureau de renseignement de l'État du Maine. Votre réputation est sans tache. Ah bah c'est bon à savoir, dit Ben d'un ton calme. J'ai entendu dire que vous courtisiez la fille de Bill Norton. Ah là, je plaide coupable, dit Ben. C'est une gentille fille, dit Parkins sans sourire. Le corbillard était maintenant hors de vue. Le vrombissement du moteur, qui s'était atténué avec la distance, n'était presque plus perceptible. J'imagine qu'elle ne voit pas souvent Floyd Tibbets ces temps-ci. Est-ce qu'il ne faudrait pas que vous alliez rédiger votre rapport, Park suggéra Matt d'une voix douce. Parkins s'envoya promener son mégot en soupirant. Ouais, bien sûr. En double exemplaire, triple exemplaire, sans coupure ni rajout. Depuis 2 semaines, on peut dire que les emmerdements, ça n'arrête pas. C'est peut-être cette foutue Marston House qui nous jette un mauvais sort. Ben et Matt gardèrent un visage impassible. Bon ben, à plus tard. Il remonta son pantalon et se dirigea vers sa voiture. Avant d'y grimper, il se tourna vers eux. Vous ne me cachez rien, vous deux, hein? Parkins, dit Matt, qui aurait-il à cacher? Il est mort, c'est tout. Il les regarda encore de ses yeux vifs, ombragés par d'épais sourcils, puis il soupira. Oui, bien sûr, mais c'est diablement curieux. Le chien, le gosse des Glick, et puis leur autre gosse, et maintenant Mike.
Dans une petite ville comme la nôtre, il faut normalement au moins 1 an pour voir arriver tout ça. Ma grand-mère disait toujours que les choses arrivaient par 3, mais pas par 4. Il grimpa dans sa voiture, mit le contact et sortit du chemin en marche arrière. Avant de disparaître derrière la colline, il corna en signe d'adieu. Matt poussa un grand soupir. « Ça y est. »« Oui, dit Ben. Mais je suis crevé. Et vous ? » ?»« Oui, moi aussi. Mais surtout, je me sens, comment dire, dans les vapes. Je flippe, pour employer les mots des gosses d'aujourd'hui. Comme quand on revient d'un voyage au LSD et qu'on trouve que tout ce qui est normal est bizarre. » Il se passa la main sur le visage. « Mon Dieu, vous devez vous dire que je suis dingue. En plein jour, tout ça paraît dément, non ?»« Oui et non, dit Ben. » Il posa une main hésitante sur l'épaule de Matt. « Gillespie a raison, vous savez. Quelque chose s'est mis en route, et je pense de plus en plus que c'est lié à Marston House. Les gens de là-haut sont les seuls nouveaux venus dans la ville, en dehors de moi, et je sais que je n'ai rien fait. Est-ce que le petit voyage que nous devions faire ce soir tient toujours, le comité d'accueil des indigènes ? » « Si vous voulez, dit Matt. »« Eh bien, oui, je veux. Rentrez et dormez. Je vais appeler Suzanne et ce soir nous passerons vous chercher. »« D'accord. » Matt s'arrêta puis reprit. « Il y a autre chose. Ça me tracasse depuis que vous avez parlé d'autopsie. »« Quoi ? » ?»« Le rire que j'ai entendu, ou que j'ai cru entendre, était un rire d'enfant. Horrible, cruel, mais quand même un rire d'enfant. Après ce qui semble être arrivé à Mike au cimetière, est-ce que ça ne vous fait pas penser à Danny Glick ? » « Ah si, bien sûr. »« Et savez-vous comment on procède pour embaumer un corps ? » ?»« Non, pas vraiment. On retire le sang du cadavre et on le remplace par un autre liquide. Autrefois, on utilisait la formaldéhyde, mais je suis sûr qu'il existe maintenant des méthodes plus sophistiquées, et puis on éviscère le corps. »« Je me demande si on a fait tout ça à Danny, » demanda Matt. « Est-ce que vous connaissez assez bien Carl Foreman pour le lui demander à titre confidentiel ? » ?»« Ah oui, je pense que c'est possible. » « Alors faites-le, je vous en prie. »« Oh, je le ferai. » Ils échangèrent un long regard dans lequel se lisait la sympathie, mais aussi autre chose. Du côté de Matt, le trouble, masqué par une expression de défi que peut éprouver un homme épris de logique, obligé de tenir un discours totalement irrationnel. Du côté de Ben, une sorte de crainte obscure suscitée par l'intervention de forces mal définies. Eva faisait son repassage en regardant l'émission « Un coup de fil qui vaut de l'or » quand Ben revint. La mise s'élevait à 45$ et le présentateur tirait des numéros de téléphone dans un immense tambour de verre. « J'ai su la nouvelle, dit-elle, tandis qu'il prenait un Coca-Cola dans le réfrigérateur. « C'est terrible. Pauvre Mike. »« Oui, c'est triste, dit Ben. Il sortit le crucifix de la poche de sa chemise. « Est-ce qu'ils savent ce qui... »« Non, pas encore. Je suis très fatigué, Mrs. Miller. Je crois que je vais aller dormir un peu. »« Ah, bien sûr, il faut que vous dormiez. Mais votre chambre est très chaude dans la journée, même à cette époque de l'année. Prenez la chambre du rez-de-chaussée si vous voulez, les draps sont propres. »« Non, non, ça va, je suis habitué à ma chambre. »« Oui, c'est vrai, on se fait à son petit coin, dit sentencieusement Eva. Et pourquoi donc M. Burke voulait-il un crucifix ?» Ben, qui avait commencé à monter l'escalier, s'arrêta, cherchant quoi dire. « Oh, j'imagine qu'il a dû penser que Mike Ryerson était catholique. » Eva prit une chemise et la disposa sur la planche à repasser. « Bon, il aurait dû le savoir. Mike était au lycée avec lui, et tous ses élèves de l'époque étaient luthériens. » Ben ne trouva rien à répondre. Il monta, se déshabilla et se mit au lit. Le sommeil vint vite, un sommeil lourd, sans rêve. Il était 4h15 de l'après-midi quand il se réveilla. Son corps était trempé de sueur et il avait rejeté son drap, mais il lui sembla que son cerveau s'était allégé. Les événements de la matinée se perdaient dans une brume lointaine, et il ne comprenait pas comment il avait pu être aussi sensible aux élucubrations de Matt Burke. Il allait essayer de les lui sortir de la tête ce soir. Il décida d'appeler Suzanne de chez Spencer et de lui demander de le rejoindre. Ils iraient dans le parc, ensuite il lui raconterait tout, du début à la fin. Elle pourrait lui dire ce qu'elle en pensait pendant qu'il se rendrait chez Matt, et une fois arrivée chez le vieux professeur, elle écouterait sa version à lui et serait à même de se faire une opinion. Et puis il monterait à Marston House. Cette idée le fit frissonner. Il était tellement absorbé dans ses pensées qu'il ne remarqua une présence dans sa voiture que quand il vit s'ouvrir la portière et une haute silhouette se déplier pour en sortir. Suffoqué, il resta cloué sur place à regarder cette espèce d'épouvantail ambulant. Les rayons obliques du soleil déclinant soulignaient encore ce que cette silhouette avait d'inquiétant. Le chapeau à large bord profondément enfoncé, des grosses lunettes noires,
le vieux par-dessus au col relevé, les gants de travail en caoutchouc vert. Qui? Ben n'eut pas le temps d'en dire plus. La silhouette s'avança, les poings serrés, une odeur le prit à la gorge. Il la reconnut. C'était une odeur de naphtaline. L'homme avait la bave aux lèvres, il l'entendait halter. « Fils de pute, t'as volé ma petite !» dit Floyd Tibbits d'une voix sans timbre et pourtant discordante. « Je vais te bousiller !» Et tandis que Ben essayait vainement de mettre de l'ordre dans ses pensées, Floyd Tibbits lui rentra dedans. Suzanne rentra de Portland dans l'après-midi, un peu après 3 heures. Quand elle sortit de sa voiture, elle tenait à la main 3 sacs en plastique brun, comme on en donne dans les grands magasins. Elle avait vendu 2 de ses peintures pour un peu plus de 80 $ et s'était offert 2 jupes et un cardigan. « Suze, appela sa mère, c'est toi ? Oui, je suis là. Je me suis acheté... Viens, Suzanne, j'ai quelque chose à te dire. » Elle reconnut le ton instantanément, bien qu'elle ne l'eût plus entendu depuis ses années de lycée, quand les discussions faisaient rage à propos de longueur de jupe ou de sortie avec les garçons. Elle posa ses sacs et entra dans le salon. Sa mère était devenue de plus en plus froide en ce qui concernait Ben Mears, et Suzanne supposa qu'il s'agissait de lui signifier définitivement son désaccord. Anne Norton tricotait, assise dans le fauteuil à bascule près de la fenêtre. La télévision n'était pas allumée. Les 2 choses conjuguées ne présageaient rien de bon. « Je suppose que tu ne connais pas la dernière, dit-elle à Suzanne. Les aiguilles cliquetaient et le tricot vert sombre s'ordonnait en rangées régulières. Un châle, probablement, pour une amie ou pour un pauvre. « Tu es parti trop tôt ce matin. »« C'est quoi la dernière ?»« Mike Ryerson est mort chez Matthew Burke la nuit dernière. Et qui était auprès du cadavre ce matin ? Ton ami, l'écrivain M. Ben Mears. »« Mike, Ben ? Mais comment ?» Mrs. Norton eut un sourire acide. « Ma belle m'a appelé ce matin vers 10 heures pour me raconter ça. Monsieur Burke dit qu'il a rencontré Mike à la taverne de Delbert Marquet hier soir. Ce qu'un professeur va faire dans ce genre d'endroit, je me le demande. Et l'a emmené chez lui parce qu'il n'avait pas l'air bien. Il est mort dans la nuit. Et personne ne sait au juste ce que monsieur Mears faisait là-bas. »« Ils se connaissaient, dit Suzanne d'un air absent. En fait, Ben m'a dit qu'il s'était tout de suite senti des atomes crochus. Qu'est-ce qui est arrivé à Mike, maman ? » Mais on ne pouvait pas faire dévier Madame Norton de son idée si facilement. Il y a des gens ici qui pensent qu'il s'est passé un peu trop de choses à Salem depuis l'apparition de M. Ben Mears. Un peu trop de choses, vraiment. Quelle connerie, dit Suzanne, exaspérée. Et maintenant, est-ce que tu me diras ce qui est arrivé à Mike ? On ne sait pas encore, dit Mrs. Norton en dévidant sa pelote de laine. Il y a des gens qui pensent qu'il a peut-être attrapé le virus du petit Glick. Bon, si c'était ça, pourquoi est-ce que personne d'autre ne l'a attrapé ? Ses parents, par exemple. Ah, les jeunes croient toujours tout savoir, lança Mrs. Norton dans le vide. Ses aiguilles continuaient à s'agiter. Suzanne se leva. Je vais descendre la rue pour voir si... Attends, assieds-toi encore une minute, dit Mrs. Norton. Je voudrais te dire quelque chose. Suzanne se rassit et attendit, le visage sans expression. Les jeunes ignorent quelquefois des choses qu'il leur serait utile de connaître, dit Anne Norton. Sa voix avait pris un ton rassurant de dame d'œuvre, ce qui inspira aussitôt de la méfiance à Suzanne. Eh bien, à ce qu'on dit, M. Ben Mears a eu un accident il y a quelques années, juste après la publication de son 2e livre, un accident de moto. Il était ivre et sa femme a été tuée. Suzanne se leva brusquement. « Je ne veux pas en entendre plus. »« Je te dis ça pour ton bien, » dit calmement Mrs. Norton. « Et qui t'a raconté ça ?» demanda Suzanne. Elle ne bouillonnait pas, comme quelques années auparavant, de colère impuissante. Elle ne ressentait pas non plus le besoin de se sauver dans sa chambre pour échapper à cette voix protectrice et pleurer tout à son aise. Elle était seulement froide, distante, comme à des milliers de kilomètres dans l'espace. « C'est Mabel Wertz, n'est-ce pas ?»« Peu importe. Ce qui compte, c'est que c'est vrai. » Bien sûr, comme il est vrai qu'on a gagné la guerre au Vietnam, que Jésus-Christ traverse la ville en voiture à pédales tous les jours à midi. Son nom et son visage disaient quelque chose à Mabel, dit Anne Norton. Alors elle a passé en revue ces vieux journaux. Ah, tu veux dire ces infects torchons ? Des canards qui se gargarisent avec les scandales et qui ne contiennent que des rubriques astrologiques et des photos d'accidents ou des starlettes déshabillées. Tu peux parler de sources bien informées. Elle eut un rire méprisant. Ne sois pas grossière. L'histoire y est racontée noir sur blanc. Sa femme, si c'était vraiment sa femme, était sur le siège arrière. Il a dérapé et ils sont allés se jeter dans une camionnette. Ils lui ont fait un alcotest sur le champ, disait l'article. Sur le champ. Elle ponctue à chaque mot d'un coup d'aiguille à tricoter sur le bras du fauteuil. Et pourquoi n'est-il pas en prison, alors ? Les gens de ces milieux-là ont toujours des relations, dit Anne Norton d'un ton péremptoire. On peut se tirer de n'importe quel mauvais pas, pourvu qu'on ait de l'argent.
Tu n'as qu'à voir comment s'en est sorti le fils Kennedy. Et est-ce qu'il est passé devant un tribunal? Je te l'ai dit. Ils lui ont fait un al... Oui, tu l'as dit, maman. Est-ce qu'il était ivre? Je te l'ai dit, il était ivre. Les joues de Mrs. Norton s'étaient marbrées de rouge. Ils ne vous font pas un alcotest pour rien. Sa femme est morte. C'est exactement comme l'affaire de Chappaquiddick. Exactement. Je vais prendre un petit appartement en ville, dit Suzanne doucement. Je voulais déjà te l'annoncer. Il y a longtemps que j'aurais dû le faire, maman. C'est dans notre intérêt à toutes les deux. J'en ai parlé à Babs Griffin. Elle m'a dit qu'il y avait un joli petit 2 pièces sur Sister Lane. Oh oh, la voilà vexée, dit Mrs. Norton à la cantonade. Quelqu'un a abîmé l'image qu'elle se faisait de M. Ben Mears, et elle en est malade. Quelques années plus tôt, ce genre de phrase produisait toujours son effet. Mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es jamais descendue aussi bas. Anne Norton eut un violent hochement de tête. Elle se leva brusquement, prit Suzanne par les épaules et se mit à la secouer. Écoute-moi, ça me fait de la peine de te voir te conduire comme une petite oie à qui le premier joli cœur venu tourne la tête en lui parlant du clair de lune. Tu entends? Suzanne lui balança une claque. Les paupières d'Anne Norton battirent. Elle ouvrit tout grand les yeux et les fixa sur Suzanne avec une expression d'étonnement intense. Elles se regardèrent longuement, en silence, sous le choc toutes les deux. Suzanne émit un petit gémissement qui mourut avant d'avoir atteint ses lèvres. « Je monte, dit-elle. Je serai partie mardi au plus tard. »« Floyd est venu, dit Mrs. Norton, le visage encore paralysé par la gifle de Suzanne. La marque des doigts de sa fille apparaissait en rouge sur ses joues, comme une série de points d'exclamation. « C'est fini entre Floyd et moi, dit Suzanne d'une voix unie. Dis-toi bien ça. Et dis-le donc aussi à ta petite copine Mabel pendant que tu y es. Peut-être que ça te l'ancrera dans la tête. »« Mais Floyd t'aime, Suzanne. Tu es en train de le désespérer. Il a craqué et m'a tout dit. Il m'a confié combien il était malheureux. À la fin, il n'a pas pu se contenir et s'est mis à pleurer comme un bébé. » Suzanne n'arrivait pas à y croire. Ça ne ressemblait pas à Floyd. Était-il possible que sa mère inventât cette scène? Elle la regarda dans les yeux et comprit que non. « Est-ce que c'est ça que tu veux pour moi, maman? Un bébé à qui on retire son jouet? Ou bien est-ce que tu t'es déjà vu entouré de petits enfants blonds comme les blés? Je te dérange, n'est-ce pas? Tu as l'impression que tu n'as pas fait ton boulot tant que tu ne me verras pas casé auprès d'un homme comme il faut. Un homme qui me mettra enceinte et me transformera en matrone le plus vite possible. Voilà le programme, non? Et moi, ce que je veux, moi, est-ce que tu t'en occupes? Mais, Suzanne, tu ne sais pas ce que tu veux. Elle dit cela avec une telle certitude que l'espace d'un instant, Suzanne fut tentée de le croire. Une série d'images se succédèrent dans sa tête. Sa mère et elle, attachées ensemble par un écheveau de laine verte, et la laine prête à se rompre sous les secousses qu'elle lui imprimait, chacune dans un sens. Sa mère en costume de pêcheur, essayant d'arracher de l'eau à une énorme truite, de la tirer hors de l'eau et de la mettre dans un seau. Mais pourquoi faire? Pour la manger? Tu te trompes, maman. Je sais exactement ce que je veux. Je veux Ben Mears. Elle tourna le dos à sa mère et commença à monter l'escalier. Anne Norton courut derrière elle en criant d'une voix hystérique. « Comment est-ce que tu te paieras un appartement? Tu n'as pas d'argent. »« J'ai 100 $ en espèces et 300 à la banque, répondit tranquillement Suzanne. Et puis je peux travailler chez Spencer. Monsieur Labrie me l'a proposé plusieurs fois. Ça, bien sûr, pourvu que tu le laisses regarder sous tes jupes, dit Mrs. Norton. Mais sa voix était descendue d'une octave. Sa colère était presque tombée, et ce qu'elle avait provoqué commençait à l'effrayer. Qu'à cela ne tienne, dit Suzanne, je me mettrai en pantalon. Ma chérie, ne te fâche pas. Mrs. Norton monta 2 marches. Je cherche seulement ce qui est le mieux pour... Ne te fatigue pas, maman. Je suis désolé de ce que je t'ai fait tout à l'heure. C'était lamentable. Je vous aime, papa et toi. Mais je m'en vais. Il est plus que temps. Tu dois bien t'en rendre compte toi-même. Réfléchis, dit Mrs. Norton, qui n'était plus seulement effrayée, mais aussi profondément chagrinée. Je continue à penser que je ne me trompe pas. Ce n'est pas la première fois que je vois un beau parleur comme ce Ben Mears. Tout ce qui l'intéresse, c'est... Assez! Assez, je t'en prie, implora Suzanne en se dirigeant vers sa chambre. Sa mère monta encore une marche et lui cria. Quand Floyd est reparti, il était dans un état épouvantable. Il... Mais la porte de la chambre de Suzanne s'était déjà refermée, et les mots lui restèrent dans la gorge. Suzanne s'étendit sur son lit. Il n'y avait pas si longtemps de cela, il était encore couvert d'une multitude d'animaux en peluche ou en laine, dont son préféré, un petit caniche avec un transistor dans le ventre. Elle resta là, à regarder le mur, en s'efforçant de ne pas penser. Des photos de montagne avaient remplacé depuis peu les posters trouvés dans des revues pop et les photos de ses idoles, Jim Morrison, John Lennon, Dave Van Ronk et Chuck Berry. Si peu de temps avait passé, et pourtant il lui semblait que la Suzanne de cette époque et celle qu'elle était devenue n'avaient plus rien de commun.
C'était presque comme si elle voyait s'étaler le gros titre sur la première page du journal à sensation. La femme d'un jeune écrivain tué dans un accident de moto. Le mari est-il responsable? À quoi faisait suite un texte où devaient se succéder les sous-entendus les plus infamants, et bien entendu une photo, la plus sanglante possible, prise par un mauvais photographe local. Et le pire, c'est que sa mère avait réussi à semer le doute dans son cœur. Stupide. Est-ce qu'elle s'imaginait que lorsqu'il l'avait rencontré, il sortait d'un congélateur? Qu'il lui était arrivé enveloppé dans un sachet de cellophane, comme les verres qu'on vous donne dans les motels? Stupide. Et cependant, le tout était là, en germe. À cause de ça, ce qu'elle éprouvait pour sa mère était bien plus qu'un ressentiment d'adolescente. C'était quelque chose de très violent, qui n'était pas loin de ressembler à de la haine. Elle fit le vide dans son esprit, se cacha le visage dans le creux de son bras et glissa dans une somnolence peuplée de cauchemars, bientôt interrompue par la sonnerie du téléphone, puis plus brutalement encore par la voix stridente de sa mère. « Suzanne, c'est pour toi !» Elle descendit et vit à sa montre qu'il était un peu plus de 5h30. Le soleil était déjà très bas. Mrs. Norton était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Son père n'était pas encore rentré. « Allô? Suzanne ?» C'était une voix familière, mais elle n'arrivait pas à mettre un nom dessus. « Oui, qui est-ce ?»« Eva Miller, Suzanne. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. »« Quelque chose est arrivé à Ben ?» Sa bouche était devenue toute sèche. Elle porta la main à sa gorge. De la porte de la cuisine, Mrs. Norton, une cuillère en bois à la main, la regardait. « Il y a eu une bagarre. Floyd Tibbets est venu cet après-midi. »« Floyd !» Au ton de la voix de sa fille, Mrs. Norton battit des paupières. « Et je lui ai dit que M. Mears dormait. Il a dit « Ah, bon, très bien, poli comme d'habitude. » Mais il était bizarrement habillé. Je lui ai demandé s'il se sentait bien. Il avait un manteau, comme on en faisait autrefois, un drôle de chapeau, et il gardait ses mains dans ses poches. Je n'ai pas pensé à en parler à M. Mears quand il s'est levé. La journée avait été tellement mouvementée. « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Suzanne. Elle hurlait presque. « Eh bien, Floyd l'a tabassé, » dit Eva d'une voix désolée. « Dans mon parking. Sheldon Corson et Ed Craig se sont précipités pour l'empêcher de continuer. »« Et Ben, comment va-t-il ?»« Pas très bien. »« Qu'est-ce qu'il a ?» Suzanne était cramponnée au téléphone. « Floyd l'a envoyé valdinguer sur sa petite voiture française et il a eu un choc à la tête. Quand Carl Foreman l'a emmené à l'hôpital de Cumberland, il était inconscient. Je n'en sais pas plus. Si tu... » Suzanne avait déjà raccroché et s'était précipitée vers le placard pour y prendre son manteau. « Suzanne, qu'est-ce qui se passe ?» demanda sa mère. « Ton gentil Floyd de Tibbets, » dit Suzanne, qui pleurait sans même s'en rendre compte. « Il vient d'envoyer Ben à l'hôpital. » Elle courut à sa voiture sans attendre la réponse. Elle arriva à l'hôpital à 6h30. On la fit entrer dans la salle d'attente. Elle s'assit dans une inconfortable chaise coquille et se mit à feuilleter d'un air absent un numéro de La Maison d'aujourd'hui. Comme c'est terrible d'être seule pour affronter tout ça, pensa-t-elle. Elle songea à appeler Matt Burke, mais l'idée que le docteur pourrait arriver pendant ce temps-là et ne plus la trouver l'arrêta. Elle regarda les aiguilles se déplacer sur la grosse horloge fixée au mur. À 7h10, un docteur, tenant à la main une liasse de feuillets, se montra à la porte. « Miss Norton ?»« Oui, c'est moi. Comment va Ben ?»« Il est difficile de se prononcer pour l'instant, » dit le docteur. Puis, voyant le désarroi de Suzanne, il se hâta d'ajouter. « Mais il va bien, à ce qu'il semble, mais nous voulons le garder sous surveillance médicale pendant 2 ou 3 jours. Pas de fracture du crâne, une simple fêlure, des contusions multiples et un œil poché comme j'en ai rarement vu. »« Est-ce que je peux le voir ?»« Non, pas ce soir, il est sous somnifère. »« Oh, 1 minute, s'il vous plaît, rien qu'1 minute. » Le médecin soupira. « Vous pouvez le regarder, si vous voulez. Il est probablement en train de dormir. Ne lui parlez pas. Attendez qu'il vous parle. » Il l'emmena au 3e étage. La chambre de Ben se trouvait à l'extrémité d'un couloir où régnait une forte odeur de pharmacie. Le malade qui était dans le second lit les regarda d'un œil vague. Ben avait les yeux fermés. Son drap était remonté jusqu'au menton. Il était si immobile et si pâle que l'espace d'un instant Suzanne eut le sentiment qu'il était mort, que son cœur s'était arrêté de battre pendant que le docteur et elle discutaient en bas. Puis elle vit que le drap se soulevait régulièrement au niveau de la poitrine. Son soulagement fut si grand qu'elle en vacilla sur ses jambes. « Je l'aime, pensa-t-elle. Remets-toi vite, Ben, remets-toi vite, finis ton livre et on s'en ira ensemble de ce Salem, si tu veux bien de moi. L'air d'ici ne semble plus nous convenir, ni à toi ni à moi. »« Je crois que vous feriez mieux de partir maintenant, » dit le docteur. « Peut-être demain... » Ben se mit à bouger. Un son rauque sortit de sa gorge. Ses paupières s'ouvrirent doucement, se refermèrent, s'ouvrirent à nouveau.
Son regard était alourdi par les somnifères, mais il avait perçu la présence de Suzanne. Il fit un geste de la main dans sa direction. Des larmes jaillirent des yeux de la jeune fille. Elle lui fit un sourire, lui prit la main et la serra. Il remua les lèvres. Elle se pencha pour entendre. « Ce sont des tueurs, les gens, dans cette ville. Ben, ça m'atterre, tout ce qui t'arrive. Je crois que j'ai eu le temps de lui faire sauter 2 ou 3 dents avant qu'il m'envoie dans le décor. C'est pas si mal pour un intellectuel fatigué. Ben, je crois que c'est assez pour ce soir, monsieur Mears, dit le docteur. Il faut laisser à la colle le temps de sécher. Ben tourna son regard vers le docteur. Rien, 1 minute. C'est aussi ce qu'elle m'a dit, répondit-il en levant les yeux au ciel. Les paupières de Ben se refermèrent. Il les rouvrit difficilement et grommela quelques paroles inintelligibles. Suzanne s'approcha. « Quoi, mon chéri? Est-ce qu'il fait nuit? »« Oui. Je voudrais que tu ailles voir... »« Matt ?» Il fit signe que oui. « Dis-lui, je lui avais dit qu'il raconte tout. Demande-lui s'il connaît le père Callahan. Il comprendra. »« D'accord, dit Suzanne. Je lui passerai le message. Dors maintenant, dors tranquillement, Ben. »« Dac, je t'aime. » Il murmura encore quelque chose par 2 fois, et puis ses yeux se fermèrent, sa respiration s'alourdit. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda le docteur. Suzanne avait les sourcils froncés. « Je ne sais pas, ça ressemblait à « ferme les fenêtres au verrou ». Eva Miller et Weasel Craig étaient dans la salle d'attente quand Suzanne y retourna pour prendre son manteau. Eva avait sorti pour la circonstance un manteau de demi-saison avec un col de fourrure un peu râpé, et Weasel flottait dans un blouson de motard beaucoup trop grand pour lui. À leur vue, Suzanne se sentit toute réconfortée. « Comment va-t-il » demanda Eva. « Je crois que ça va aller, » répondit Suzanne. Elle répéta ce que lui avait dit le docteur, et le visage d'Eva se détendit. « Oh, je suis contente, je suis si contente. Monsieur Mears est un homme très sympathique. Rien de ce genre n'est jamais arrivé chez moi. Il a fallu que Parkins Gillespie enferme Floyd dans la cellule réservée aux ivrognes. Il n'avait pas l'air d'être saoul pourtant. Seulement comme drogué et dans le vague. » Suzanne secoua la tête. « Ça ne ressemble pas du tout à Floyd. » Il y eut un silence gêné. « Ben est un type épatant, dit Weasel en tapotant la main de Suzanne. Il sera sur pied en un rien de temps, tu verras. »« Oui, j'en suis sûr, dit Suzanne en prenant la main de Weasel entre les siennes. « Eva, le père Callahan, c'est bien le curé de Saint-Andrews. »« Oui, pourquoi ?»« Oh, juste pour savoir. Merci 1000 fois à vous deux d'être venus. Si vous pouviez revenir demain... » « Oui, bien sûr qu'on reviendra, n'est-ce pas, Eva ?» dit Weasel en prenant la taille d'Eva. Il eut fort à faire pour arriver à en faire le tour avec son bras, mais il y parvint. « Oui, nous viendrons. » Suzanne marcha avec eux jusqu'au parking et monta dans sa voiture pour regagner Salem. Suzanne agita le heurtoir de la porte de Matt. Elle s'attendait à l'entendre crier de loin « Entrez !» comme il faisait d'habitude, mais au lieu de ça, une voix précautionneuse venant de derrière la porte et qu'elle reconnut à peine dit tout doucement « Qui est là ?»« Suzy Norton, monsieur Burke. » Il ouvrit la porte et elle eut un coup au cœur en le voyant changer à ce point. Il avait un air vieux et hagard. Elle remarqua au bout d'un instant qu'il portait autour du cou un lourd crucifix en métal doré. Il y avait quelque chose d'étrange et de grotesque dans cette croix de 4 sous se détachant sur une chemise de flanelle à carreaux, et Suzanne fut saisie d'une forte envie de rire, mais elle se retint. « Entre. Où est Ben ?» Elle le lui dit, et le visage de Matt s'assombrit encore. « Alors Floyd Tibbets s'est décidé à jouer les amoureux déçus, c'est bien ça? Il a vraiment choisi son moment, celui-là. Le corps de Mike Ryerson a été ramené de Portland en fin d'après-midi, pour que Carl Foreman le prépare en vue des funérailles. Et je suppose que nous allons devoir remettre notre petite expédition à Marston House. »« Quelle expédition? Et qu'est-ce qui est arrivé à Mike? »« Tu veux prendre un café ?» demanda Matt d'une voix absente. « Non, je veux savoir ce qui se passe. Ben m'a dit que vous alliez me le dire. »« Il s'est un peu trop avancé. C'est facile pour lui de le dire. Ça l'est beaucoup moins pour moi de le faire. Mais, tout de même, je vais essayer. »« Qu'est-ce que... » Matt la fit taire d'un geste. « Une chose d'abord, Suzanne. Ta mère et toi, vous êtes allés dans le nouveau magasin l'autre jour ?» Suzanne fronça les sourcils. « Oui, pourquoi ? Peux-tu me dire comment tu as trouvé cet endroit et quelle impression t'a faite l'homme qui s'en occupe ? » Monsieur Straker ? Oui. Oh, il est charmant.
Est-ce que tu l'as trouvé vraiment sympathique demanda Matt en la regardant d'un œil scrutateur. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé? Peut-être, oui. Eh bien, je vais vous donner mon avis en tant que femme. Il m'a fait une impression mitigée. Je crois que j'ai éprouvé une vague attirance d'ordre sexuel, telle qu'on peut en éprouver pour un homme nettement plus âgé que soi, très courtois, très prévenant. On voit tout de suite que c'est le genre d'homme à ne rien ignorer de la gastronomie française et à déterminer quel vin ira avec le menu choisi, sans se contenter d'opter pour le rouge ou le blanc, mais en allant jusqu'à en préciser le cru et l'année. Ça ne court pas les rues dans nos régions. Avec ça, pas efféminé pour un sou. Souple comme un danseur, et puis un homme qui ne semble pas du tout gêné par sa calvitie. Il n'y a pas de doute, ça a quelque chose d'attirant. Elle sourit en rougissant, un peu sur la défensive. Elle se demandait si elle n'en avait pas dit plus qu'elle ne voulait. Mais tu lui as trouvé aussi quelque chose de pas sympathique, dit Matt. Elle haussa les épaules. C'est difficile de mettre le doigt dessus. Je crois que j'ai senti un certain mépris sous cette amabilité de surface, un certain cynisme aussi, comme s'il jouait un rôle, et le jouait bien, tout en se disant que pour nous mettre dans sa manche, il n'avait pas besoin de se donner trop de mal. Je crois qu'on pourrait appeler ça de la condescendance. Elle jeta à Matt un regard incertain. J'ai senti aussi en lui quelque chose de cruel. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette impression. Est-ce que quelqu'un lui a acheté quelque chose demanda Matt. Presque rien, mais ça semblait le laisser indifférent. Maman lui a acheté une petite étagère yougoslave décorée, et Mrs. Petri lui a pris une jolie petite table à abattant. C'est tout ce que j'ai vu. Il avait l'air de ne pas se soucier de vendre. Il s'est contenté d'insister pour que nous disions à tous ceux que nous connaissions que le magasin était ouvert et qu'ils pouvaient y venir en amis. Une amabilité d'autrefois. Et as-tu l'impression que le charme opérait? Oh oui, sûrement, dit Suzanne, comparant mentalement l'enthousiasme de sa mère pour M. Straker à l'antipathie spontanée qu'elle avait manifestée immédiatement à l'encontre de Ben. Et tu n'as pas vu son associé? Monsieur Barlow, non, il est à New York en voyage d'affaires. Ah oui, dit Matt, comme se parlant à lui-même. Je me demande, l'insaisissable Monsieur Barlow. Monsieur Burke, vous ne croyez pas que vous feriez mieux de m'éclairer un peu? Il eut un gros soupir. Mais il faut que je le fasse, c'est certain. Mais ce que tu viens de me dire est troublant, très troublant. Ça coïncide tellement bien avec... Avec quoi? Qu'est-ce qui coïncide? Il faut que je remonte au moment où j'ai rencontré Mike Ryerson chez Dell, dit Matt. C'était hier soir, et il me semble qu'un siècle s'est écoulé depuis. Quand Matt arriva au bout de son histoire, il était 8h20 et ils avaient bu 2 tasses de café chacun. Je crois que c'est tout, dit Matt. Et maintenant, est-ce que je ferai mon petit Victor Hugo à Guernesey? Est-ce que je te dirai tout de ma rencontre avec l'esprit de Marat devant une table tournante? Ne soyez pas stupide, dit Suzanne. Il se passe quelque chose, mais ça ne peut pas être ce que vous pensez. Ça, il faudrait vous en persuader. Oui, j'en étais convaincu, moi aussi, jusqu'à hier soir. Ne peut-on penser que Mike a été saisi d'une sorte de délire demanda Suzanne. La chose était peu convaincante. Suzanne poursuivit néanmoins. Ou ne vous êtes-vous pas endormi sans vous en rendre compte? N'avez-vous pas fait un rêve? Ça m'est déjà arrivé de m'assoupir comme ça pendant 15 ou 20 minutes. Matt haussa les épaules avec lassitude. Aucun esprit raisonnable ne pourra jamais me croire. Et pourtant j'ai entendu ce que j'ai entendu, je ne dormais pas. Il y a quelque chose aussi qui me hante. D'après tout ce que j'ai lu d'eux, les vampires ne peuvent pas simplement décider d'entrer dans la maison de quelqu'un pour sucer son sang. Non, il faut qu'on les invite. Mike Ryerson a invité Danny Glick à entrer la nuit dernière. Et moi, j'ai invité Mike à venir chez moi. Matt, est-ce que Ben vous a parlé du livre qu'il est en train d'écrire? Matt joua avec sa pipe, mais sans l'allumer. Très peu. Il m'a seulement dit que Marston House avait un rôle dans l'histoire. Et est-ce qu'il vous a dit qu'il avait été très secoué par quelque chose qui lui est arrivé à Marston House quand il était petit? Matt jeta un regard aigu à Suzanne. À Marston House? Non. Il y a pénétré par bravade. Il voulait faire partie d'une société secrète et on lui avait imposé pour épreuve d'entrer dans la maison et d'en rapporter un objet. Il l'a fait, mais avant de quitter Marston House, il est monté jusqu'à la chambre du premier où Ubi Barsten s'était pendu. En ouvrant la porte, il a vu Ubi au bout de sa corde et il l'a vu ouvrir les yeux. Il s'est sauvé et depuis 24 ans, cette vision le hante. Il est revenu à Salem pour essayer de s'en délivrer en la projetant dans son livre. « Mon Dieu !» dit Matt. « Ben a, reprit Suzanne, une théorie à lui en ce qui concerne Marston House. Il la tire en partie de sa propre expérience et en partie des recherches très approfondies qu'il a effectuées sur Hubert Martsen. »« Et sur ses pratiques maléfiques ?» demanda Matt.
Suzanne haussa les épaules. Ah bon, vous savez ça? Il eut un petit sourire amer. Il y a des choses dont on ne parle pas au grand jour dans les petits villages. Des secrets. Eh bien, quelques-uns des secrets de Salem concernent Ubi Martsen. Un tout petit nombre de gens les connaissent. Une douzaine peut-être, les personnes les plus âgées de la ville. Ma belle Wertz est l'une d'entre elles. C'était il y a très longtemps, Suzanne. Et pourtant, aujourd'hui encore, on n'y fait pas allusion ouvertement. C'est étrange, tu sais. Ma belle elle-même n'ouvrira jamais la bouche pour parler d'Hubert Martsen en dehors de son petit cercle d'initiés. On parle de sa mort, bien sûr, et du meurtre de sa femme. Mais si vous posez une question sur les 10 ans qui ont passé là-haut à faire Dieu sait quoi, tout le monde se tait, comme si Big Brother était à l'écoute. On tient peut-être là ce qui se rapproche le plus du tabou dans nos sociétés occidentales. Des rumeurs ont couru suivant lesquelles Hubert Martsen aurait kidnappé de jeunes enfants et les aurait sacrifiés aux démons. Mais je suis surpris que Ben n'en ait eu vent, car il s'agit là d'un secret qu'on pourrait qualifier de tribal. « Ce n'est pas ici qu'il en a eu vent, » dit Suzanne. « Ah bon, alors tout s'explique, » reprit Matt. « Et j'imagine qu'il fonde sa théorie sur les vieilles notions chères à la parapsychologie. L'homme sécrèterait le mal comme il sécrète la sueur ou le mucus, un mal qui ne disparaîtrait jamais. Et dans ce cas particulier, Marston House pourrait être considéré comme un conservateur, ou mieux, comme un accumulateur de mal. » Oui, il s'était exprimé exactement dans ces termes, dit Suzanne en regardant Matt avec étonnement. Il eut un petit rire lugubre. Nous avons lu les mêmes livres, lui et moi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Suzanne? Est-ce que ta philosophie te porte plus loin que le ciel et la terre? Non, dit-elle avec une fermeté tranquille. Les maisons ne sont que des maisons, le mal se commet, mais il n'a pas d'existence propre. En disant ça, tu sous-entends que je déraille, et que Ben n'est pas loin de me suivre? Non, bien sûr que non. Je suis loin de penser que vous perdez la raison. Mais, Mr. Burke, rendez-vous compte. Chut. Matt pencha la tête en avant. Suzanne se tut et écouta. Rien, si ce n'est un vague grincement de parquet. Elle le regarda d'un air interrogateur. Il hocha la tête. Tu disais? J'allais seulement vous dire qu'un malencontreux hasard a voulu qu'au moment où Ben revenait ici pour exorciser les démons de son enfance, une suite d'événements étranges et tragiques se produisent. Les langues n'ont pas chômé depuis que Marston House est habité et que le magasin a ouvert. Ben lui-même n'a pas été épargné. On sait que parfois les rites d'exorcisme se retournent contre celui qui les pratique. Je crois qu'il serait salutaire pour Ben qu'il quitte la ville, et que ce ne serait pas non plus une mauvaise chose pour vous que vous preniez un petit congé, monsieur Burke. Le mot d'exorcisme rappela à Suzanne que Ben lui avait demandé de parler à Matt du prêtre catholique. Elle prit sur elle de ne pas le faire. Elle comprenait maintenant la raison d'une telle demande. Cela ne ferait qu'attiser un feu dont les flammes étaient déjà, à son avis, dangereusement hautes. Quand Ben le lui demanderait, s'il le lui demandait jamais, elle dirait qu'elle avait oublié. « Je sais combien ça peut paraître insensé, dit Matt. Même à moi, qui ai entendu la fenêtre s'ouvrir et se rire, et qui ai vu le store sur la pelouse près du chemin ce matin, même si ça peut te rassurer, je peux te dire que la réaction de Ben a été très raisonnable. Il a suggéré que nous considérions la chose comme une hypothèse qui pouvait être confirmée ou infirmée, et que nous commencions par... » Il s'arrêta pour écouter. Ils restèrent silencieux pendant un bon moment, cette fois, et quand il parla de nouveau, Suzanne fut impressionnée par le ton de calme certitude de sa voix. « Il y a quelqu'un là-haut. » Elle prêta l'oreille. « Rien. C'est dans votre imagination. »« Je connais ma maison, dit-il doucement. Il y a quelqu'un dans la chambre d'amis. Tiens, là, tu entends ?» Cette fois, elle entendit un léger craquement de plancher, comme il y a dans les vieilles maisons alors que personne ne marche. Mais il lui sembla que dans ce bruit, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose d'inexplicable et de furtif. « Je monte, dit-il. »« Non, dit Suzanne. » Le mot lui était venu spontanément aux lèvres. « Et maintenant, attention à la dame blanche, pensa-t-elle avec un reste d'humour. La nuit dernière, j'ai eu peur, je n'ai rien fait et il s'est passé quelque chose de terrible. Cette fois-ci, je monte. »« Monsieur Burke !» Ils parlaient maintenant à voix basse. Leur corps était tendu, leurs muscles contractés. Peut-être quelqu'un s'était introduit dans la maison, un rôdeur. « Parle, dit Matt. Quand j'aurai quitté la pièce, continue à parler, de n'importe quoi. » Avant qu'elle ait pu soulever une objection, il s'était levé et s'était dirigé vers l'escalier avec une souplesse de félin. Il se retourna pour lui jeter un regard, mais elle ne put rien y déchiffrer, et il commença à monter les marches. Devant la tournure que prenaient tout à coup les événements, Suzanne se sentait décontenancée. Elle avait l'impression d'avoir décollé du réel.
Quelques minutes auparavant, ils discutaient tous les deux calmement sous la lumière rassurante des ampoules électriques, et maintenant la peur l'avait envahi. Elle commença. Ben et moi, nous pensions aller dimanche par la route numéro 1 jusqu'à Camden. Vous savez, la ville où on a tourné Peyton Place. Mais maintenant, je pense qu'il va falloir attendre quelques jours. Il y a là une merveilleuse petite église. Elle fut étonnée de voir qu'elle s'en tirait avec la plus grande facilité, même si ses mains se crispaient l'une sur l'autre à en faire blanchir les jointures. Son cerveau fonctionnait parfaitement et refusait toujours énergiquement d'admettre qu'il pût y avoir des vampires ou des morts vivants à Salem. Et cependant, du fond de sa moelle épinière montait par vagues une terreur mortelle. Jamais dans sa vie Matt n'avait eu à accomplir quelque chose d'aussi terrible, monter un escalier. Rien jamais n'avait approché cette épreuve en apparence si bénigne. Il n'alluma pas la lumière et monta les marches une par une, en évitant la 6e qui craquait. Sa main droite, humide de sueur, se cramponnait au crucifix. Une fois sur le palier, il obliqua silencieusement en direction de la chambre d'amis. La porte était entr'ouverte. Il l'avait fermée avant de descendre. On entendait, venant d'en bas, le murmure régulier de la voix de Suzanne. En marchant doucement pour éviter de faire grincer le parquet, il alla vers la porte et resta un instant immobile. La quintessence de toutes les terreurs humaines, pensa-t-il. Une porte tout à l'heure fermée, maintenant entr'ouverte. Il s'avança et la poussa. Mike Ryerson était sur le lit. La lune inondait la chambre de ses rayons argentés et en faisait une sorte d'étang magique. Matt secoua la tête comme pour la remettre en place. Il lui semblait être remonté dans le temps et de se retrouver la nuit d'avant. Ben n'était pas encore à l'hôpital, il allait descendre lui téléphoner. Mike ouvrit les yeux. Ils étaient cernés de rouge et brillaient sous la lune d'un éclat métallique. Mais ils n'exprimaient rien, aucune pensée, aucun sentiment humain. « Les yeux sont les fenêtres de l'âme » avait dit Wordsworth. Ces fenêtres-là ouvraient sur une pièce vide. Mike s'assit. Le drap tomba, découvrant sa poitrine et la couture grossière que les médecins légistes avaient dû faire en sifflotant après l'autopsie. Mike sourit. Ses canines et ses incisives étaient blanches et pointues. Ce sourire n'était qu'une contraction de muscles autour de la bouche. Les yeux restaient les mêmes, sans la moindre expression. Et très distinctement, il dit « Regardez-moi ». Matt le regarda. Oui, ses yeux étaient vides, mais aussi très profonds. Matt s'y voyait comme projeté en réduction. Il s'y noyait doucement, délicieusement. Le monde maintenant ne lui importait plus, ni la peur. Il fit 2 pas en avant et cria « Non, non !» en brandissant le crucifix. Mike Ryerson, si on pouvait encore lui donner ce nom, émit un espèce de sifflement, comme s'il avait reçu une bassine d'eau bouillante en plein visage. Il leva les bras comme pour parer un coup, et quand Matt s'avança, il recula. « Sors d'ici » cria Matt d'une voix rauque. « Je révoque mon invitation !» Ryerson poussa un hurlement aigu, plein de douleur et de haine. Il fit quelques pas à reculons en vacillant. Le dos de ses genoux heurta le rebord de la fenêtre ouverte, et il culbuta en arrière. « Je te verrai bientôt dormir comme dorment les morts, ô maître !» Toujours à reculons, il s'éloigna dans la nuit, les bras tendus au-dessus de sa tête comme un athlète qui s'apprête à plonger. Sous la lune, son corps avait l'éclat du marbre et le noir de la cicatrice tranchait sinistrement sur la blancheur du torse. Matt laissa échapper un hurlement de terreur et se précipita vers la fenêtre comme un fou. Il ne vit qu'un nuage de poussière argentée qui dansait dans les airs un peu plus bas, éclairé par la lumière provenant du salon. Avec horreur, il y reconnut une forme humaine, mais cela ne dura qu'une seconde. L'instant d'après, le nuage s'était dissipé, il n'en restait plus aucune trace. Il se retourna et voulut se précipiter en bas, mais une douleur aiguë lui vrilla la poitrine et le fit chanceler. Il s'efforça de passer outre. La douleur montait par vagues dans son bras, le crucifix dansait devant ses yeux. Il sortit de la chambre en pressant ses bras contre sa poitrine et en serrant toujours le crucifix dans sa main droite. L'image du corps livide de Mike Ryerson flottant dans la nuit ne le quittait pas. « Monsieur Burke !» Ses lèvres glacées s'agitèrent. « C'est James Cody qui me soigne. Son numéro répertoire. Je crois que j'ai une crise cardiaque. » Puis il tomba évanoui dans le couloir, la face contre terre. Suzanne feuilleta le répertoire et trouva en lettres capitales « Jimmy Cody, distributeur de pilules ». C'était l'écriture régulière qu'elle avait vue si souvent en marge de ses copies d'écolières. Une voix féminine répondit à son appel. « Est-ce que le docteur est là? C'est pour une urgence. »« Oui, je vous le passe. »« Ici le docteur Cody. »« Ici Suzanne Norton. Je suis chez Monsieur Burke. Il vient d'avoir une crise cardiaque. »« Qui ?
Matt Burke? Oui, il a perdu conscience. Que dois-je? Appelez une ambulance, dit Cody. Le numéro à Cumberland est 841 4000. Restez près de lui. Mettez-lui une couverture, mais ne le bougez pas. Compris? Oui. Je serai là dans 20 minutes. Mais est-ce que vous... Il y eut un déclic. Elle était seule. Quand elle eut appelé l'ambulance, elle se retrouva confrontée à la nécessité de monter retrouver Matt. Elle regarda l'escalier et se rendit compte avec stupeur qu'elle tremblait de tous ses membres. Si seulement rien de tout cela n'était arrivé, si seulement Matt était bien portant, elle ne serait pas habitée par cette peur effroyable. Son incrédulité totale l'avait amenée à considérer avec entêtement que ce que Matt avait entendu la nuit précédente pouvait trouver une explication rationnelle. Et voilà que maintenant cette incrédulité faisait place à un trouble intense. Elle avait entendu les paroles de Matt, puis la phrase terrible « Je te verrai bientôt dormir comme dorment les morts, ô mon maître », prononcée par une voix qui ne ressemblait pas plus à une voix humaine que l'aboiement d'un chien. Elle entreprit de retourner au premier, forçant ses jambes à monter les marches. La lumière du couloir ne la réconforta guère. Matt gisait là, le visage tourné de côté, la joue droite reposant sur le tapis usé du couloir. Sa respiration était rauque et oppressée. Elle s'accroupit et défit les 2 boutons du haut de sa chemise. Il sembla respirer un peu plus facilement. Elle se releva et alla chercher une couverture dans la chambre d'amis. La pièce était fraîche, la fenêtre était restée ouverte. Il n'y avait plus sur le lit que le molleton protégeant le matelas, mais elle trouva des couvertures empilées dans l'armoire. Au moment où elle s'apprêtait à regagner le couloir, elle aperçut sur le plancher, près de la fenêtre, quelque chose qui brillait sous la lune. Elle se pencha et le ramassa. L'objet était facilement reconnaissable, c'était une de ces bagues qui servaient d'insigne au lycée de Cumberland. À l'intérieur de l'anneau étaient gravées 3 initiales, M.C.R. Michael Corey Ryerson. Et instantanément, elle crut tout. Un cri lui monta à la gorge. Elle l'empêcha de sortir, mais l'anneau lui tomba des mains et rejoignit sa place initiale. Et dans la douce clarté de cette nuit d'automne, il se remit à briller.